Donc, bienvenue dans notre cours intermédiaire qui va nous apprendre comment aller chercher de l'information à partir de sites externes. Donc, avant de se rendre à là, par exemple, il faut zigzaguer sur différents sujets pour être capable de comprendre plusieurs principes qui vont nous permettre de recevoir, puis aller travailler, puis aller chercher ces informations-là pour les afficher dans notre application. Donc, le premier, ça va être des concepts fondamentaux de web que je m'attends qu'on sait, qu'on est supposé savoir. Donc, si je vous parle de méthode HTTP, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Hein? Donc, si on parle de méthode HTTP, si on parle de post, si on parle de get, hein, ça vous dit quelque chose, ça? Un petit thumbs up quelque part me permet de... Oui? OK. Donc, les méthodes HTTP, hein, c'est les manières d'interfacer avec un site web. Habituellement, quand moi j'écris une adresse quelconque, puis je paye sur Enter, hein, ça fait un get qui me permet d'aller chercher la page. Puis le contenu de la page est interprété par mon browser. Excellent choix de vidéo par rapport à ce que j'ai tapé ici. Donc, le contenu de la page est affiché dans mon browser. Hein? On a vu aussi que quand on a un formulaire, ça peut prendre les différents éléments de la page puis faire un post, hein, sur un serveur quelconque qui, lui, va nous répondre avec une nouvelle page qui va devoir être affichée et ainsi de suite. Donc, ça ici, le principe de je suis capable de faire une requête à une adresse spécifique, puis à cette adresse spécifique-là, j'assigne une méthode HTTP, puis à cette méthode HTTP-là, je suis capable d'après ça de recevoir une réponse, puis de traiter la dite réponse. OK? Fait que ça, c'est les fondements de base de requête. Là, ce qu'il va falloir être capable de faire, c'est à l'intérieur d'une application déjà existante. Hein, donc ici, on s'est fait un petit... je me suis parti mon application, j'ai fait mon npx create React App. Il n'y a rien de spécial en ce moment. Là, ça devrait juste m'afficher mon gentil logo de React qui est en train de tourner. Donc là, le principe, c'est que à partir de cette adresse-là, hein, donc mon browser il a fait un get, il a reçu la page, il l'affiche. Mais là, ce que je veux, c'est que dans cette page-là, je sois capable de faire un autre get sur une autre page, prendre les informations, puis les utiliser dans la page courante. Fait qu'ici, je veux comme faire une mini-session, faire assemblant d'être un mini-browser, être capable de me connecter à une autre source d'information, siphonner cette information-là, puis commencer à utiliser l'information dans ma page web. Fait que ça ici, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Bon, on a vu qu'on va avoir différentes méthodes HTTP. On va revenir comment invoquer les différentes méthodes HTTP. Ça, c'était comme notre premier coup de bande. On rebondit, puis là, on va aller voir un autre principe fondamental de JavaScript qu'on n'avait pas regardé trop dans notre premier cours, qui est le principe de callbacks, okay, avec des promesses, puis la méthodologie async await. Fait que on a déjà vu un peu le principe de callback. Donc le principe de callback, c'est d'avoir une fonction d'expression, donc une fonction qui existe à l'intérieur d'une variable ou qui existe à l'intérieur d'un élément qui traverse mon programme, puis que je peux invoquer cette fonction-là quelque part d'autre par la suite. Donc ici, on va se faire un petit fichier. On va se partir ça ici. Puis dans ce petit fichier-là, on va se créer quelques petits exemples. Fait que on va se créer une fonction. On va agrandir ça pour... Oups. J'ai dit on va agrandir ça pour mieux voir.
Fait qu'on va y aller par étapes, là, juste pour bien voir qu'est-ce qui se passe. Hein? Donc, OK. Fait qu'ici, il ne devrait rien avoir de trop fancy qui s'écrit à l'écran en ce moment, là. Hein? Donc, si j'exécute cette affaire-là, hein? Donc, on a défini une fonction, ça va bien. On appelle la fonction, ça l'exécute le contenu. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas là-dedans, à ce point-ci, il y a des sérieux problèmes dans notre apprentissage courant. OK? Bon, on va commencer à transformer les choses. On va premièrement représenter ça en tant que fonction d'expression à l'intérieur d'une gentille variable. Fait que je peux très bien écrire ça à la place. Hein? Puis ici, envoyer ça ici. OK? Donc, si je change ça, ça ne change rien ici. OK? Donc, nous, ce qu'on a, c'est juste une fonction d'expression. Puis même ici, puisqu'on a juste une instruction, je pourrais même faire fi des accolades. OK? Fait que ici, j'ai la même chose, ça exécute la même affaire, mais on peut voir ici qu'on a transformé notre fonction à l'intérieur d'une fonction d'expression. OK? Fait que ça, c'est des choses qu'on est capable de voir. On revient à notre juste fonction standard. OK? Puis on va faire d'autres petites fonctions juste pour le fun de la chose. Fait qu'on va l'appeler une allo. Et puis on va faire un console.log allo. Puis on va en avoir un autre qui s'appelle salut. OK. Fait que là, le principe, c'est j'aimerais ça être capable d'avoir ici ma fonction, OK, callback_caller, qui peut soit exécuter allo, soit exécuter salut. Fait que il y a différentes manières de faire. Admettons ici, je pourrais utiliser une valeur, OK, que j'appellerais i, puis là, je pourrais dire, ben, si i est égal à 1, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est qu'on appelle allo, OK, on pourrait avoir ça. Pas super pratique, OK, d'un point de vue, je sais pas c'est quoi la fonction, ou je sais pas ça va être quoi le nom de la fonction souvent. OK? Fait que là, ce que je vais faire, c'est que à la place de passer i, je vais appeler un paramètre, OK, qui va être la fonction elle-même. Puis, ce que je vais faire à l'intérieur, c'est que je vais appeler cette fonction-là. Fait que là, ce qui me reste, c'est à la place de passer 1, il faut que je passe la référence à ma fonction. Fait que là, si on teste ça, ça nous dit encore allo, mais d'une manière beaucoup plus tordue que qu'est-ce qu'on avait il y a quelques secondes. Fait qu'on revient à ça. Parce que ça, il faut bien comprendre le principe de callback. Okay? Donc, si je me souviens bien, vous autres, vous l'aviez vu sous les delegates de C#. Okay? C'est un peu le même principe. Là. Okay? Donc, c'est une variable qui peut contenir une fonction que tu peux passer okay, à différents autres éléments. Puis à partir de là, tu peux l'invoquer sans savoir le nom original de la fonction. Hein? Fait que ici, si je veux changer ça, je peux écrire salut. Puis quand j'exécute ça, ben le salut, c'est cette fonction-là qui est envoyée comme paramètre ici. Puis ce paramètre-là, qui est la fonction salut, est invoqué. Fait que c'est rendu ici que ça l'exécute, cet élément-là. Oui, Francisco. T'es muté. Quand on passe les props, on fait la même chose? Ben, quand tu passes
par les props une fonction, c'est le même mécanisme, ouais. Excellent. Puis, là, on peut aller un niveau plus loin. Hein? Parce que, en ce moment, j'ai cette partie-là qui me crée une variable intermédiaire. Mais ça ici, c'est ça l'expression qui est envoyée pour de vrai. C'est le function expression. Fait que je peux faire, j'ai pas besoin de variable intermédiaire. Je peux me créer une fonction à même l'appel de paramètres. OK. Puis quand je vais exécuter ça, j'envoie ça comme expression. OK. Fait que c'est comme si j'ai fait ça ici, c'est juste que j'ai pas décidé de déclarer une variable spécifique avec un nom. Hein? C'est le même principe que quand j'ai, mettons, quand j'écris quelque chose comme ça, puis après ça, je fais un... Puis là, je suis comme, à la place d'écrire ça, ce que j'aimerais à la place, c'est juste écrire directement 45 ici, on s'en fout. OK, de la variable intermédiaire. OK? C'est la même chose que je viens de faire, c'est juste que là, l'expression, hein, à la place d'être 45, c'est une définition de arrow function. OK? Fait que le principe de callbacks, c'est d'être capable d'envoyer dans nos différents appels une fonction qui va être invoquée par la suite. OK? Fait que ça, c'est le principe général de callbacks. Maintenant qu'on a ça, on a le principe de ici, si on revient, fait que ça se peut des fois qu'on commence à avoir des callbacks dans des callbacks. OK? Fait que le principe, c'est ici, j'ai un petit exemple là, où c'est que j'ai besoin de loader un script. OK? Puis une fois que le script est loadé, je veux invoquer une fonction qui va loader un deuxième script. Fait que ici, le principe, c'est que faut que ça soit fini avant d'exécuter ça. Mais là, le problème, c'est qu'une fois que j'ai fini de loader mon premier script, il faut que je load mon deuxième script. Mais lui aussi, il a besoin de avoir une fonction qui dit qu'est-ce que je fais après avoir réussi à loader le script. Puis là, on a ici, on voit la dépendance qui dit, j'ai une fonction load script, ok, je reçois un paramètre quelconque, si load script, on dit que ça fait des choses, puis qu'après, on invoque le callback function. Hein, ici, j'ai une fonction anonyme, mais ça aurait très bien pu être un arrow function, là, si j'aurais juste pris cette partie-là, puis que j'aurais mis un égal, puis une flèche ici, ça aurait fait la même chose. Donc, on a ce qu'on appelle une pyramide de callback function. Ce qui peut devenir hautement problématique vite, okay, parce que là, mon code principal, okay, qui veut comme s'invoquer normalement, quand tout a réussi, est rendu à 3 niveaux d'indentation. C'est pas clair que c'est ça mon code principal. Fait que quand on travaille ici avec des différentes fonctions de callback, on va voir que on a ce qu'on appelle le pyramid of doom de s'il y a un problème ou s'il y a quelque chose qui est fucké, ok, puis tout si c'était l'affaire, puis après ça, on a comme dans l'affaire la plus indentée, le vrai code. Tu avais une question un instant, Francisco? Oui, la fonction anonyme qui est appelée et se trouve à l'intérieur du script loadé? C'est que on a load script, hein, qui est une fonction,
qui reçoit comme premier paramètre un nom de script à loader, puis qui reçoit comme deuxième paramètre une fonction à appeler une fois que le script a été loadé. Le premier paramètre, premier script, c'est loader, s'exécuter, et après, lui va aller avec la fonction anonyme en ordre tout le temps. Ouais. Mais ici, c'est juste un exemple. Load script n'existe pas vraiment, c'est juste pour démontrer le principe d'utilisation de callback. OK, fait que le principe, c'est, après ça, comment ça va marcher la majorité des fonctions de callback. OK? Donc, on a un exemple ici là, avec notre load script, OK, qu'on reçoit la ressource. Ici, c'est un exemple de qu'est-ce que ça serait. Là. On aurait la fonction de callback. Puis, la fonction de callback, OK, pourrait recevoir qu'est-ce qui a été utilisé comme script. OK? Là, la problématique, c'est que souvent, ça se peut qu'il y ait eu une erreur durant la gestion du script. Fait que quand on va avoir des callbacks, il va souvent avoir la prémisse de le callback, il faut qu'il soit conscient s'il y a eu une erreur ou pas. Okay? Parce que, mettons, je load mon script, le fichier n'est pas là. Il ne faut pas que... Je peux appeler ma fonction de callback, mais il faut qu'elle sache qu'il y a eu une erreur pour faire la gestion de l'erreur, envoyer un message, dire que ça n'a pas marché, et ainsi de suite. Fait qu'habituellement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir deux types d'appels. Un qui peut avoir un premier paramètre qui a une erreur, ou un qui n'envoie rien comme premier paramètre pour dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Puis à partir de là, on a la vraie réponse qui est envoyée. Puis là, à partir de là, c'est dans notre callback function qu'on va pouvoir faire la gestion de l'erreur. Là, ici, c'est normal que c'est un peu flou. Là. On va voir des anciennes méthodes qui sont justement très, très, très obscures pour être capable de comme, gérer ça. On va voir comme les meilleures méthodes courantes pour être capable d'arriver aux mêmes éléments. Fait que ça ici, c'est juste le principe de... On peut envoyer à des fonctions, okay, des affaires à faire, mais il faut toujours gérer le cas. Est-ce qu'il y a eu une erreur? S'il y a une erreur, il faut faire telle chose. Sinon, il faut continuer. Puis, si tout a bien été, on commence à travailler avec qu'est-ce qui est normal. Fait que nous, on ne veut pas exactement faire ça. Fait que on a eu le principe de promesse. Okay? Donc, les promesses, c'est un mécanisme de JavaScript qui va me permettre de faire des choses asynchrones, puis qui va être capable de faire la gestion des différentes erreurs. OK? Donc, le principe, c'est que tu peux créer des promesses. OK? Puis, dans la promesse, tu as une fonction que tu vas exécuter un moment donné. OK? Parce que un des principes qu'on va voir aussi, c'est que faut commencer à travailler en formule asynchrone. Hein, parce qu'on se souvient, notre but en ce moment, c'est d'être capable d'avoir notre page, okay, avec notre application, puis que dans notre application, on aille chercher l'information d'un autre site web, puis qu'on la rentre dans notre site à nous autres. Fait que une autre problématique, c'est que pendant qu'il est en train d'aller chercher cette information-là, je veux pas que mon application gèle pendant ce temps-là, hein, parce que ça se peut que le site web il prenne 4-5 secondes pour répondre avec toutes les informations. C'est une requête assez difficile. Fait que pendant ce temps-là, je veux pas que mon application s'arrête. Hein, je veux que l'application fasse juste continuer en attendant les différentes valeurs. Fait que c'est là que notre premier principe de callback function va arriver. Le principe, c'est de dire voici ce que tu as à faire, fais-les on the side, puis une fois que tu vas avoir terminé, applique telle fonction qui là va même mettre à jour mes valeurs, mais ne soit pas bloquant. Fait que le principe de promesse, c'est d'être capable d'écrire du code qui ne sera pas directement exécuté, okay,
pour être capable de dire, ben voici la chose à faire une fois que tout le reste est fini. Fait que quand on travaille avec la promesse, okay, il va avoir deux éléments à l'intérieur qui vont être le resolve et le reject, qui vont être capables de travailler avec le principe est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché. Donc ça va être deux fonctions qui vont être appelées puis qui vont être exécutées dans le cas d'une problématique. Encore une fois ici, c'est des affaires qui, c'est normal si c'est pas exactement clair comment ça marche ou comment l'utiliser, parce que ultimement, nous autres, on va utiliser des versions modernes qui font abstraction de ces éléments-là pour être certain d'avoir une utilisation facile et conviviale. Mais le principe, c'est que quand on va utiliser les différentes librairies qu'on va regarder aujourd'hui, il faut savoir que c'est basé sur des promesses, okay, pour être capable de, s'il y a des problèmes ou si on veut aller chercher plus d'informations, savoir c'est quoi les mots-clés, okay, des technologies sur lesquelles nos éléments sont assises. OK. Parfait. Fait que le principe de promesse, okay, dit que j'ai du code qui va être exécuté dans le futur quelque part. Fait que le principe, c'est que à partir d'une promesse, donc à partir d'un bloc de code que je veux exécuter quelque part dans le futur, je peux dire, puis il y a une méthode qui vient avec, qui va être le then. Donc le principe du then, c'est de dire, ben, voici du code qui va être exécuté en parallèle, je veux pas que ça soit bloquant, mais une fois que tu vas avoir terminé ce code-là, voici ce qu'il faut faire. Donc le then va être capable d'avoir, ok, ben, bam, j'ai le résultat, ok, de ma fonction qui va arriver, voici ce qu'il faut qu'est-ce que je fasse avec. Fait que le then va me permettre de dire quoi faire une fois que ma requête est finie, admettons. Ma requête à un site web externe. Là, on va regarder les autres par la suite, mais c'est vraiment le then que je voulais regarder avec vous. Fait que on sait qu'il y a des promesses qui existent, okay, qui sont du code qui va être exécuté en parallèle, que je ne sais pas quand ça va finir. C'est le principe d'asynchrone. Puis, après ça, on a la méthode then que je peux utiliser à partir de là pour dire, une fois que tu as fini ce que tu as fait, voici ce que tu fais avec le résultat. Okay, c'est ça qu'il faut retenir de nos deux éléments pour l'instant. Fait qu'on a le principe de je suis capable de faire une requête, une exécution d'éléments asynchrones avec la promesse, puis je peux invoquer du code après cette exécution-là avec le then. Là, la prochaine question, okay, la prochaine bande, donc on fait du ping-pong avant d'arriver à notre réponse, là. Donc là, on a vu le principe d'éléments asynchrones en JavaScript. Là, la question, c'est qu'est-ce que je vais aller chercher comme information? Puis c'est là qu'on va tomber dans le monde des API, okay, en JavaScript. Donc, si je vous parle d'API, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire une connexion à un autre logiciel ailleurs, peu importe où, normalement transmis sur la web. Ben, normalement, dans le sens de qu'est-ce que nous on fait, là, mais un API en général, c'est en gros une manière d'accéder à un logiciel externe. Hein? C'est ça le principe fondamental qui me permet d'aller chercher ces différentes informations. Pour qu'est-ce que nous on va faire? On va utiliser effectivement des transactions web pour être capable d'accéder à ces API-là. Fait que on va utiliser un type d'API qui est les API REST. Okay? Puis l'API REST, son principe, c'est que je suis capable d'accéder à une page web, puis le nom du site que j'utilise, le nom du chemin d'accès, implique qu'est-ce que je vais faire avec les informations. OK? Fait que on va ici regarder, okay, un genre de site web qui s'appelle JSON Placeholder qui représente, okay, un API REST
avec du JSON comme payload, donc comme information qui va être fournie. Ici, on va le mettre plus grand. Ouais. Fait que le principe, c'est que je peux accéder à différentes ressources du site web, ok, de l'API. Fait que ici, j'ai un exemple de différentes ressources, ok, fait que j'ai, mettons, une liste d'utilisateurs, une liste de posts, une liste de comments, et ainsi de suite. Fait que pour y accéder, ok, ça me dit que va sur mon site, puis va à ce chemin-là, puis tu vas avoir un accès en JSON à toutes les informations. OK? Puis, le principe de REST, c'est que tu peux avoir plusieurs niveaux du chemin. Donc, OK, j'ai toutes les to-dos ici, mais si je veux juste le troisième, je peux directement taper dans l'adresse le 3, puis ça va juste me sortir le troisième de l'élément. OK? Puis, si je voulais... ici, il l'a pas. Mais tu pourrais avoir différents niveaux. Là, ça va dépendre de comment l'API a été structuré. OK? Donc, le principe d'un API REST, OK, c'est d'avoir des chemins prédéfinis. OK? Donc, c'est le développeur de l'API qui a décidé que c'était ces chemins-là. Puis que sur chacun de ces chemins-là, on va avoir les différentes routes possibles. OK? Fait que si tu regardes, admettons, bon, sur mes différents posts, hein, j'ai, OK, là, c'est juste les Repsum, là, tu sais, là. On pourrait même penser à un blog, admettons. Fait que j'ai les posts, je peux aller au premier post, puis de celui-là, je peux aller chercher, admettons, les commentaires qui ont été faits sur ce post-là. OK, donc ici, le chemin va comme descendre dans l'arborescence de toutes mes données pour aller chercher l'information que je veux avoir. OK? Donc, le principe de l'API REST, c'est j'ai des chemins d'accès, j'utilise ces chemins d'accès-là pour aller chercher de l'information. Oui, Francisco? Ils sont du type REST parce que grâce au chemin d'accès, j'accède à l'information seulement à cause de ça. Ouais, c'est correct? Exactement. Le principe de REST, c'est en gros la structure avec laquelle je suis capable d'aller chercher l'information. OK? Donc, le principe de route, OK? Où c'est qu'on a différents niveaux. OK? Tu sais, je peux aller dans Post, je peux aller dans Post-1 pour aller dans le premier de celui-là. Puis je peux aller dans Post/1/comments pour aller dans la série de posts, prendre le premier, puis aller chercher de ses commentaires. OK, donc le principe de REST, c'est juste un peu de structurer la manière d'envoyer les requêtes. OK. Donc, aussi, ça va indiquer, là ici, pour l'instant, je parle juste de get, là, mais on va pouvoir aussi faire différentes autres méthodes HTTP pour être capable d'aller envoyer puis dire je veux rajouter à ma liste d'informations à partir de ceux-là ici. OK? Fait que là, je suis capable d'aller... oui, Aaron? Oui, ma question c'est que au fond, à date, ce que je comprends, c'est que c'est plus comme un système de base de données, comme pour accéder à de l'information. C'est un système d'interface à de l'information d'une structure de données qui peut ultimement être sur une base de données. Mais c'est comme genre l'étape intermédiaire, tu sais. Parce que c'est pas du SQL qui est écrit, tu sais. Non. Puis c'est pas nécessairement un accès direct à la base de données. Fait que c'est l'étape intermédiaire entre les deux. Seulement pour l'information, on ne pourrait pas injecter du code, là. Non, c'est ça, c'est ça. OK. Tu vas pouvoir mettre de l'information, fait que tu pourrais faire un post pour dire voici un nouveau comment ou voici un nouveau post, mais tu n'as pas un accès direct à la base de données, tu peux pas commencer à rouler des requêtes random. T'sais. Fait qu'en gros, c'est ça le principe de l'API. Hein? C'est une version justement qui te permet d'avoir un accès à ces informations-là. OK.
Fait que là, on est rendu avec des adresses que je peux taper. Puis un payload quelconque qui va arriver à moi. Fait que on a le principe en JavaScript, j'ai les fonctions de callback qui me permettent d'aller chercher de l'information dans d'autres fonctions. J'ai les principes de promesse qui va être capable d'exécuter quelque chose de manière asynchrone. Puis une fois que la chose a été complétée, je peux aller activer un autre bout de code. Puis on a le principe d'API qui va me permettre d'aller chercher de l'information d'un site web centralisé où c'est que, je ne sais pas, comme toutes les fonctions qui sont là. Fait que là, ce qu'on va vouloir faire, c'est matcher tout ça ensemble, puis garocher ça dans une application. OK? Fait que pour être capable de faire ça, on va voir deux méthodes modernes. OK? Donc, le principe de faire une requête. Tout est basé sur un API de JavaScript de base qui s'appelle XML HTTP Request. Bon, pourquoi c'est marqué XML au début, là? C'est purement historique parce que initialement, c'était pour faire des requêtes XML, mais c'est juste là parce que ça a été créé de même. Pour de vrai, ça devrait juste s'appeler HTTP Request. Donc, le principe, c'est je suis capable de faire une requête HTTP, un GET, un POST, puis être capable d'aller chercher l'information pour ensuite l'utiliser. La problématique, c'est que c'est une fonction qui est très complexe, qui est un peu malmenée parce que c'était basé sur du XML, puis qu'il faut comme gérer toutes les patentes possibles, tous les codes qui viennent avec, puis tous les éléments qui sont possibles qui vont venir avec. Pas super, Fait qu'il y a un paquet de librairies qui vont me permettre de gérer ça d'une manière plus facile et conviviale. Que ultimement, ils vont utiliser le XML HTTP Request, mais que tout le heavy handling va être fait puis abstracté pour nous. Il y a deux affaires que nous, on va voir aujourd'hui. Donc, il y a un paquet de manières de faire du AJAX, du Asynchronous JavaScript, qui est pas mal tout basé sur cet élément-là. Nous, on va voir la librairie qui est la plus utilisée pour faire des requêtes AJAX en JavaScript, qui s'appelle Axios. OK. Donc, la première librairie. OK. Fait que si on regarde qu'est-ce que c'est un promise-based. Fait que si on voit le principe de promesse qu'on a vu tantôt, donc des éléments qui vont s'exécuter de manière asynchrone, qu'on va pouvoir exécuter du code après que la requête va avoir été complétée. Puis c'est quoi le genre de promesse? Ça va être des clients HTTP. Donc quelque chose qui va être capable de faire des get pour nous dans les différentes pages web. Fait que ça ici, c'est la chose qui est le plus utilisée couramment. Mais dans les dernières années, cette librairie-là a été, pas adaptée, là, mais été recréée en tant que fonction à l'intérieur de la librairie JavaScript. Donc, on peut avoir la fonction fetch qui me permet d'aller chercher des fonctions, une fonction qui est basée sur XML HTTP Request. Donc, fetch, ça va être une fonction que je peux utiliser en JavaScript, qui fait la même chose que Axios, mais qui est seulement supportée dans les browsers plus modernes. Fait que si on regarde ici, là, donc Internet Explorer, il n'est pas dans cette liste-là. OK?
Donc, pour le web moderne, tu peux utiliser le fetch qui va me permettre de faire des requêtes, de prendre le résultat, puis d'aller chercher ça dans des applications. OK? Fait qu'aujourd'hui, on va regarder comment utiliser ces deux différentes librairies-là, puis être capable de faire des requêtes dans nos applications, puis aller chercher des informations d'un API. OK? Fait que je vais utiliser ici cette adresse-là. Je vais pouvoir aller chercher cette information-là dans mon app, puis l'afficher dans mon application React. Fait que, on vient ici, on va rouvrir ça. Oups. Comme ça. OK. Comme ça ici. Excellent. Fait que on retourne à notre gentille application React. On termine ça ici. On peut fermer celui-là pour l'instant. Puis on va commencer à écrire des différents components. Fait que on va commencer avec la librairie Axios. Fait que on regarde la librairie, OK, ça me dit un promise base, OK, cool. Fait que premièrement, on veut l'installer. OK, donc pour la librairie Axios, il va falloir arrêter notre petite affaire puis l'installer dans notre projet React parce que c'est une librairie qui ne vient pas avec React nécessairement. Donc, on va faire un gentil npm install Axios de la même manière qu'on a fait le npm install Bootstrap React pour rajouter cette librairie-là dans notre projet puis que je puisse utiliser dans mes différents éléments. Fait que, on a ici un exemple de qu'est-ce que ça peut être. Fait qu'on va se créer un petit fichier, un petit nouveau fichier. On va l'appeler Ajax Axios. Puis dans celui-là, bon, on va se créer un petit oui, Francisco? Quand on écrit dans la vie des commandes npx, npm, ça travaille avec le Node Package Manager. Le npx, c'est seulement habituellement pour créer quelque chose, pour activer un code. Fait que le npx Create React App, ça crée un nouveau projet. Okay? Le npm... Oui, vas-y. npx Create App, ça c'est pour la création du projet. Et maintenant, tu es en train d'ajouter à ce projet créé dans le passé et la librairie Axios. Exact. OK. OK, puis ici, on va avoir un petit, mettons, un return, puis on va avoir... OK. Je pense que vous aviez vu les principes d'Ajax, puis vous avez utilisé jQuery, me semble, pour faire ça, ou ça a été vu, ou... Pas en tout, ça veut dire rien. OK. jQuery, oui, mais reste non. OK. Fait que pendant que ça roule, on va regarder comment travailler avec la librairie de Axios. OK? Fait que le principe, c'est qu'on va être capable d'avoir notre import Axios from Axios. OK? Ici, si on regarde l'exemple, OK? On a ici quelque chose qui utilise le mot-clé require. Ça se peut que vous voyez ça dans des exemples de JavaScript qui est basé sur Node.js, qui sont plus vieux. Donc, avant le principe de module, où c'est qu'on pouvait faire différents fichiers, c'était pas quelque chose qui était là par défaut. Okay, donc, il fallait passer par d'autres méthodes bizarres, puis il fallait avoir des fonctions spécifiques de Node qui me permettaient de loader des modules et ainsi de suite. Fait que c'était bien compliqué, puis il y avait des affaires de même. Ça a été remplacé par la syntaxe de module courante qu'on utilise. Fait que cette ligne-là, puis cette ligne-là, ça fait la même chose. À partir de là,
si on regarde, on a la librairie Axios, on peut avoir une fonction get. OK? Fait que le principe, c'est on a nos différentes méthodes HTTP, on a notre post, on a notre get, on a notre put, on a notre patch. Fait que on a le Axios point le nom de la méthode. Puis à l'intérieur, on va avoir l'adresse à laquelle je vais aller chercher de l'information. Fait que là, ici, pour se faciliter la vie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un gentil bouton qui va pouvoir exécuter notre affaire. Ouais, vas-y, Francisco. On s'en va où? À créer une fonction qui va aller chercher de l'information dans le site web de REST que tu nous as montré. Exactement. Et l'afficher dans la console? Exact. OK. Merci. Fait que de mon application, c'est ça. Là, on est rendu à comme notre point final. Là. On veut avoir notre application qui fait nos propres affaires, mais qui va être capable d'aller chercher de l'information de l'extérieur, de la siphonner, puis de l'utiliser dans mon application courante. Excellent. Fait que on a ici... OK. Notre gentil bouton. Ici, juste pour bonne mesure, on va mettre ça entre parenthèses avec un point virgule. Donc, on a vu ici ce principe-là. OK? Fait que, en ce moment, on va faire un gentil... OK. Fait qu'on a ici cet élément-là. Si on tourne dans notre tab.js, puis à la place de notre Learn React, on va dire je veux mon Ajax Axios. Puis pour que ça fonctionne, on va l'importer. Excellent. Fait que là, ici, il dit « Hey, je sais pas c'est quoi Click Handler. » Je suis complètement d'accord. OK. Fait qu'on a ici du Ajax. Je peux cliquer dessus. Puis, juste pour bien voir. Donc, toujours, quand on construit quelque chose, on construit ça par étapes. Donc, je vérifie à chaque élément. Donc, en ce moment, il n'y a rien de Axios là-dedans. Là, On fait juste tester notre application React. OK, je peux voir que ça augmente. OK, ça va bien. Fait que j'ai un bouton, puis quand je clique sur le bouton, ça active le code qui est à l'intérieur d'ici. OK. Fait que ce qu'on veut faire, c'est on va aller regarder comment est-ce que Axios fonctionne, puis on va essayer de l'utiliser pour nous. Fait que si je regarde, j'ai Axios.get, puis ce qu'on veut avoir ici, c'est l'URL. OK? Fait que nous autres, on va aller chercher notre URL d'ici, OK, d'un élément JSON, là, OK, pour être capable de travailler avec. Fait qu'ici, le string. OK, fait que là, j'ai un Axios get, OK, puis ça va chercher cet élément-là. Là, juste ça tout seul, ça va rien faire. OK? Parce que le principe, c'est que on a dit que c'était basé sur ce qu'on appelle des promesses, cette affaire-là. OK? Le get, ça fait une promesse. Donc, le principe de promesse, c'est de dire je délègue ça à mon autre processus qui va faire ça dans le background. OK? Donc, lui, il va aller chercher l'information, puis l'information ne peut pas directement être assignée à une valeur quelconque. Ce qu'il va falloir faire, c'est lui donner un callback function
qui va lui dire, une fois que tu vas avoir terminé cet élément-là, fais telle chose. OK? Fait que pour être capable de dire, j'ai tel élément, fais telle affaire avec, quand on a une promesse, on peut utiliser la méthode then. Fait qu'en gros, c'est va faire ça de manière asynchrone, puis une fois que tu vas avoir terminé, va faire telle chose. Fait qu'ici, on a un gentil then. Là, ici, pour mieux avoir ça lisible, on peut le mettre sur une ligne subséquente. OK? Mais c'est comme si c'était attaché après cette patente-là ici. OK? Fait que le then reçoit aussi reçoit une fonction de callback. Hein? Fait que si on se souvient, là, les callbacks, c'est que tu peux avoir une fonction que tu envoies, puis elle va être exécutée plus tard. Fait que le principe ici, c'est que je peux avoir une arrow function qui va faire quelque chose. OK? Là, ici, cette fonction-là qui va être appelée, on va toujours lui envoyer un paramètre qui va être la réponse de la requête. Fait que le principe, c'est que ça va exécuter ça. Une fois que ça va avoir fini d'exécuter ça, ça va exécuter qu'est-ce qu'il y a dans le then, puis ça va envoyer comme paramètre la réponse. Fait que ici, je peux exécuter la réponse à l'intérieur. Si on regarde ça ici, on clique, puis si je regarde, j'ai le console log de Ajax, puis j'ai mon objet JavaScript, OK, qui a plein d'affaires dedans. OK? Parce que si je regarde ici, en ce moment, j'ai la config, OK, qui est l'objet où c'est que je l'ai. J'ai les différents headers, qui sont les headers d'HTTP. Mais si je regarde, à l'intérieur, j'ai data. Puis data, c'est la même information que qu'est-ce qu'il y avait ici. OK, fait que dans la réponse, OK, je peux avoir, tu sais, le statut du code, je peux voir c'était quoi le statut texte, je peux voir tout ce qui a rapport à la requête directement. Mais on a ici le principe de j'ai le contenu qui vient avec pour être capable de travailler avec mon élément. Fait que si je veux, je pourrais ici même limiter mon console log, là. Hein? Puis je pourrais commencer à travailler juste avec l'objet lui-même. Autre élément important à comprendre. Oui, Francisco? Response est un mot-clé. Tu peux le substituer par patate si tu veux. Ça ici, oui. C'est juste le nom du paramètre. C'est le premier paramètre. Fait que ici, c'est purement par... c'est parce que le principe, c'est que ça te dit que ce premier paramètre-là, c'est une réponse. C'est ça le... Fait que quand je clique, voici ce qui est intéressant. Okay? Si on regarde ici, j'ai mon console log. Okay? J'ai ma requête Axios. Puis après, j'ai mon console log after Ajax. Quand je regarde l'ordre à l'intérieur de ma console, j'ai le Ajax, j'ai le after Ajax, puis après ça, j'ai mon objet. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Asynchronisme. Exactement. Donc, le principe, c'est que cette requête-là est envoyée. OK? Ça va prendre quelques millisecondes de le faire, là, mais ça ne sera pas instantané. Hein? C'est pour ça qu'on a le then. Le then nous dit, c'est ça que tu vas exécuter quand tu vas avoir fini cette requête-là. Donc, le console log du data se fait seulement quand on va avoir
reçu la réponse de cette requête-là. Fait que ça ici, c'est ce qu'il faut être capable de faire. OK? En se basant sur les exemples, comme c'est pas comme je te donne une page blanche, pas de documentation, puis écris-moi une requête Axios, là. OK? Faut être capable de recopier ça, de l'adapter, d'être capable de travailler avec. Hein, OK. Fait que deuxième exemple, on va utiliser la même chose, mais avec le fetch. OK? Fait que on va se créer un deuxième qui va être Ajax fetch. Puis, juste par principe, on va rapidement copier ça. Ici, on va Axios. Fait que ça pour l'instant. Ok, on va ensuite. Ici, je fais juste tout copier puis juste changer le nom pour l'instant. On va voir comment faire marcher le fetch dans un instant. Ok. Oui, Francisco? Si, en principe, Axios et Fetch vont aller chercher l'information, pourquoi j'aurais besoin d'un ou de l'autre si l'autre existe? Ici, le principe, okay, c'est qu'il y a comme un balancier à faire. Okay? Parce que Axios, c'est une librairie. Ça veut dire qu'il faut du code JavaScript externe pour être capable de l'utiliser. Fait que ça fait en sorte que ta page web est plus grosse. Ça fait en sorte que si, mettons, il y a un bug dans Axios, ben ça va tout casser. Ça fait en sorte que s'il y a une faille de sécurité dans Axios, ça peut devenir très problématique. Fait que là, tu es comme, OK, mais je vais utiliser le fetch. Mais là, le problème avec le fetch, c'est que c'est quelque chose qui est nouveau de juste 2 ans. OK, c'est dans la librairie de base, mais c'est seulement dans les browsers modernes. Fait que si tu as besoin d'avoir comme un backwards compatibility pour t'assurer que ça marche avec Internet Explorer, tu ne peux pas l'utiliser. Fait que c'est pour ça que je montre les deux. On est comme dans une période de transition. Ultimement, dans le futur, il devrait juste avoir du fetch. OK? Mais en ce moment, c'est très probable que vous voyez beaucoup de Axios parce que c'est pas encore comme OK, ben Internet Explorer est plus mort. Là. Il est sur son lit de mort, mais comme tout le monde attend qu'il meure pour qu'on puisse diviser ses avoirs, mais on n'est pas encore là exactement. Oui, OK. Comment tu peux t'arranger pour que Fait que on revient à celle-là ici. On n'a plus besoin de la librairie de Axios dans celui-là. Puis là, on a 2 Python. Donc, on a celui avec Axios. Ça marche comme tantôt. Puis là, on a notre fetch qui va juste, en ce moment, être 2 console log tout seul. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est être capable d'utiliser le fetch à l'intérieur. Ouais. Fait que le fetch, si on le regarde, ici, j'aimerais ça avoir... Tu me donnes-tu un exemple? T'es-tu pas assez gentil pour pas me donner un exemple? Comment? T'as des exemples dans la page? Non? T'as pas d'exemple? Comme j'aimerais ça vous montrer d'où c'est que j'ai appris les choses. Comment? Ouais, Aaron? Oui, c'est ça. Juste une petite confusion. Donc, au fond, les deux, c'est des librairies externes, non? Non, c'est ça l'affaire. C'est que le fetch, c'est inclus dans la librairie de base de JavaScript. C'est dans l'aspect de JavaScript, mais dans l'aspect de 2018. Fait que c'est tous les browsers qui ont implémenté ça pour être capable de l'utiliser. Tu sais. OK. Ah ben on va lire la documentation ensemble, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Fait que le principe, c'est, bon, fetch, OK, a une requête et une réponse. Puis, si on regarde ici, le fetch prend un argument, le path vers la ressource que je veux avoir. Fait que
Parfait. Fetch. Puis ici, on va aller chercher, encore une fois, OK, le même. On va mettre ça entre guillemets parce que c'est une chaîne de caractères. Excellent. Fait qu'on a le fetch. OK. Oui, Francisco. Fetch peut se connecter avec d'autres API que REST. Oui, en fait. C'est capable de faire une requête HTTP comme n'importe quoi. Tu peux aller chercher comme le contenu d'un site web si tu veux. Là. OK. Là, c'est juste qu'on l'utilise pour aller siphonner des données pour l'utiliser dans nos applications, mais effectivement, c'est plus générique que ça. Là. Fait que si on regarde, le principe de fetch, c'est que ça retourne une promesse. OK? Fait que la promesse, c'est la même chose qu'on a utilisé avec Axios. Fait que c'est le même mécanisme pour être capable de dire ça, c'est une requête asynchrone. Fait que pour dire voici ce que tu vas faire une fois que tu l'as, on a le point den, OK, qui va retourner une réponse. Fait que ici, on a le même principe de j'ai une fonction, puis on a le response. Puis ici, j'ai puis là, on va tomber sur notre première chose qui diffère entre les deux. Fait que on clique ici. Puis là, si je regarde, le principe, c'est, OK, j'ai ce qu'on appelle, j'ai, OK, ma réponse, OK, où c'est que j'ai comme toutes les mêmes informations du header, du statut, et ainsi de suite. Mais j'ai pas le data, comme j'avais la dernière fois. Ce que j'ai, c'est un body, OK, qui existe. Puis c'est un readable stream. OK, donc c'est d'autres affaires, d'autres types de classes, et ainsi de suite. Là, en sachant que la réponse, c'est du JSON, donc ici. Fait que si on regarde ici, ça retourne une promesse qui resolve. Hein, donc quand je fais le den, ça me donne quelque chose qui est une réponse. Puis là, moi, il faut que je sache quoi faire avec la réponse. Fait que là, il faut que j'aille voir la documentation de réponse. Puis, dans la réponse, un des affaires intéressants, pour aller faire l'interface, OK, avec le body, je peux soit avoir, OK, du texte pur, je peux soit avoir une information de formulaire, ou j'ai ici un body.json qui va être capable d'être utilisé. Fait que le principe, c'est que je peux avoir ici, oups, on va pas mettre là. Je peux avoir ma response.json. Puis cette affaire-là, ça me retourne une autre promesse. Fait que là, si je voudrais, je pourrais faire un den ici, puis là, commencer à écrire une affaire. Mais là, il y a une version plus facile pour travailler avec ça. OK? Fait que on va ici dire quelque chose de même. OK? Fait que on a ici le den. J'ai une méthode qui reçoit un paramètre. En passant, quand on reçoit un paramètre, puis juste un, pas plusieurs, je peux faire fi des parenthèses. OK? Fait que directement réponse avec... ça fait la même chose. Puis, deuxième chose, quand j'ai juste un retour comme instruction, hein, j'ai pas besoin de mettre ni les accolades, ni le return. Fait qu'ici, je peux écrire ça de même. OK? Puis là, le principe, c'est que le retour de tout ça, c'est aussi une promesse. Fait que quand j'ai une deuxième promesse, je peux
faire un deuxième den qui a déjà été rempli. Fait que tu prends avec les données. ton paramètre d'entrée. Puis ben, si c'est 5, c'est 5, mais il faut que tu le gères. Puis là, ici, on va avoir Tu peux pas assumer que ça va toujours être 5. le contenu de notre objet Ces informations-là en sont JSON. cohérentes. Fait que... Oui, Francisco? Pourrais-tu expliquer la ligne 8, s'il te Ouais. plaît? Ouais, exact. Fait que le principe, c'est que ça ici, ça ici, Il n'y a pas d'autres questions? ça retourne une autre promesse. Parfait. Ben, OK. Fait que quand on a une promesse, hein, tu sais, ici, on a dit ça génère une promesse. Quand on a une promesse, pour dire fais-la, puis après ça, fais telle affaire, je peux invoquer le den dessus la promesse. OK? Fait que ça, jusqu'ici, ça va? OK. Là, qu'est-ce que je fais quand j'ai la promesse? Ben, je utilise une autre fonction qui, elle aussi, va créer une promesse. Fait que pour être capable de dire, après cette fonction-là, je veux avoir comme d'autres actions encore qui s'activent, je vais enchaîner le den pour ce résultat-là. Donc ici, ça va me permettre d'avoir deux actions asynchrones. Puis à chaque fois que l'action asynchrone se termine, je peux activer comme la prochaine étape dans mon processus asynchrone. Fait que ça ici, le principe, c'est que de transformer comme du texte en objet JSON, ça peut être lourd et long. Fait que je veux pas que mon application gèle pendant ce temps-là. Fait que je vais être capable de faire la transformation de manière asynchrone pour être capable de dire, ben, une fois que tu as fini, prends les données que tu vas recevoir de la transformation en JSON, puis affiche-moi-les dans mon élément. OK? OK, merci. Parfait. Fait que ça, c'est les principes fondamentaux pour être capable d'utiliser des éléments asynchrones. Là, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Parce que on a une syntaxe alternative qui est arrivée. Okay? Parce qu'on avait le principe de callback, okay? Qui était cool. On avait le principe de callback, mais qui avait besoin d'avoir des pyramides de comme est-ce que ça a une erreur, est-ce que ça marche pas, et ainsi de suite. Là, on a le principe de promesse qui me permet d'avoir des promesses, mais là, qui s'enchaînent dans différentes autres promesses, puis que, comme Francisco a pu le remarquer, peut porter à confusion pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on a développé un autre syntaxe qui est la syntaxe async await. Fait que le principe de la syntaxe async await, c'est de dire, je vais avoir une fonction. À l'intérieur de cette fonction-là, je vais être capable d'avoir des actions asynchrones. Puis, dans ces actions asynchrones-là, je veux être capable de attendre à certains moments avant de continuer dans mon utilisation. Mais que quand je vais appeler cette fonction-là, je ne veux pas que ça soit bloquant en général. Fait qu'on va l'écrire, puis on va décortiquer qu'est-ce que ça veut dire avec. Fait que les librairies asynchrones qui utilisent des promesses ont habituellement une version async await. Fait que si on regarde notre librairie Axios, on a ici une version, okay, de la même chose, mais qui va utiliser les mots-clés async puis await qu'on vient de voir tantôt. Fait qu'on va se créer un autre petit component. On va l'appeler Ajax Axios await. On va se baser sur notre Axios. Mais on va l'appeler await. Puis ça fait partie de la syntaxe de JavaScript de base. Fait que c'est pas une librairie, c'est juste, ça a été rajouté pour se simplifier la vie, ok, par rapport à toutes nos requêtes asynchrones.
wait from... OK. Si on retourne ici, on a le troisième piton. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois changer notre click handler. OK? Fait que comment ça marche? Le principe de la fonction avec de la synchronisation, c'est des fonctions asynchrones, c'est qu'il faut premièrement indiquer que la fonction va être asynchrone. Fait que quand je mets le mot-clé async ici, ça veut dire que quand je vais appeler cette fonction-là, il va y avoir des choses qui vont prendre du temps à l'intérieur, mais ne bloquent pas mon application pendant ces moments-là. Fais-les de manière asynchrone. Fait que quand on a les différents éléments, fait qu'on va reprendre notre get de tantôt. OK, fait que j'ai mon Axios get de tantôt. Là, pour être capable de dire, à la place d'avoir une promesse, puis de traiter les choses dans une autre fonction par la suite, et ainsi de suite, ce qu'on va dire, c'est on va se créer littéralement le retour qu'on veut avoir, hein, notre réponse de tantôt. Puis on va mettre le mot-clé await avant le nom de la chose. Fait que si on les met ici, ce serait plus fun d'avoir response. Puis si je fais ça ici, je clique là-dessus, puis je peux voir que ça fonctionne directement. OK? Puis ici, je peux faire un point data comme tantôt, là, pour aller juste chercher l'élément JavaScript. Puis, j'ai le contenu. Fait que ça fait 1h30 qu'on parle, là, pour être capable de d'écrire ça. OK? Puis de comprendre pourquoi ça fonctionne de même. Là, un point important. OK? C'est qu'avec le principe de await, ça va devenir bloquant pour la fonction seulement. Ça veut dire que ça ne va pas bloquer mon application, mais ça va bloquer à l'intérieur de l'application. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que si je regarde dans ma console, j'ai le début du Axios, puis il a attendu la fin de cette affaire-là pour faire le console log, puis après ça, avoir le deuxième console log ici, okay, qui s'est passé. Fait que le contenu devient synchrone à l'intérieur. OK. On prend ça, on essaie de faire la même chose pour le fetch. Parce que c'est là qu'on va voir que c'est plus le fun. Fait que je me fais ici un petit nouveau. On l'appelle Ajax fetch await.js. On prend notre fetch, on prend ça, on le copie ici. On l'appelle await. Je copie ça, je retourne dans mon app. Je le mets dans mes brackets. Je l'importe après. Import. OK. Oui, là, il m'aime pas là, parce que j'ai deux fois le même élément. On va... attends, non? C'est quoi qui... J'ai pas mis mon slash correct. Non. Et ici, j'ai
fait correctement. Ça ici, on va marquer wait. Ah non, il a juste capoté un instant. Ah, j'avais pas sauvegardé ça sûrement. OK. Fait qu'on a ici notre fetch avec await. Fait que là, ici, on veut transformer ça ici. Fait que, comme tantôt, on va mettre la fonction asynchrone. Une fois que la fonction est asynchrone, je peux avoir la réponse en await à la place. Puis là, ici, je vais pouvoir avoir mes données qui va être un deuxième await. OK, parce que la réponse ici avait un deuxième den. Fait que ici, je vais avoir besoin d'un deuxième await. Puis avec ça, je peux ensuite avoir mon... Fait que qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que ça gère deux éléments asynchrones en sachant que j'ai besoin d'attendre celle-là, en sachant que j'ai besoin d'attendre celle-là. Puis avec le fetch, j'ai le body de tantôt. OK. Fait que c'est ça le principe fondamental de la gestion des requêtes asynchrones avec la librairie Axios, avec la fonction fetch, sur des API REST à l'extérieur. Il nous reste une dernière chose à checker. Parce que là, on s'est donné la vie facile. OK? Je clique sur un bouton, puis c'est quand je clique sur le bouton que ça va chercher l'information. Mais souvent, habituellement, l'application, quand elle part, il faut qu'elle aille chercher l'information dès qu'elle part. Hein? Donc, quand tu t'en vas sur facebook.com, est-ce qu'il faut que tu cliques sur un piton avant que ça commence à t'afficher des choses? Non. Hein? Ça va tout de suite, au démarrage de l'application, aller chercher des informations externes. Fait qu'il faut être capable de faire ça de notre bord aussi. Pour être capable d'utiliser une fonctionnalité initiale dans notre application, on avait vu, OK, rapidement, là, le hook use effect. OK, fait qu'on va retourner voir ce hook-là pour être capable de l'utiliser correctement. Fait que ici, on va import, on va utiliser React, on va utiliser le use state ici, on va utiliser le use effect. Puis on va utiliser Axios aussi là-dedans. Comme ça. OK. C'est quoi ton problème? J'ai juste pas encore fait le reste. Export default. Excellent. Ah, il n'y a pas de virgule. J'ai oublié ma virgule. C'est ça le vrai problème. Comme ça. OK. Excellent. Ici, on va faire un petit return. Puis, on va se donner juste un petit... ici, du use effect. OK. Encore une fois, on construit les choses par étapes pour être certain qu'on ne soit pas jamais perdu. Fait que on s'en va ici, on import Ajax use effect from slash Ajax use effect. Puis on va se créer dans notre application. Pourquoi tu es mécontent?
Ah, j'avais déjà... J'ai copié ça de quelque part pour des raisons que je sais pas. Ok, on est bon. Fait que on a ici notre component, ok, qui est disponible. Là, ce que je vais vouloir faire, c'est si je retourne dans ma liste, dans mon gentil site de placeholder, je peux aller voir que j'ai une liste d'utilisateurs. OK? Donc, si je m'en vais à l'adresse /users, j'ai une liste, un tableau. OK? Si je regarde le raw data, j'ai un petit crochet au début. Là. Donc, un tableau de 10 cases avec les différents utilisateurs. Fait que moi, j'aimerais ça, OK, avoir une application qui m'affiche la liste des noms des utilisateurs. Fait que pour être capable de faire ça, bon, je vais avoir besoin d'un affichage d'une liste. OK? Fait que ici, on va se faire une petite liste. Puisque ça va être quelque chose qui est affiché dans une application de React, j'ai besoin d'utiliser le useState pour être capable de faire ça. Donc ça, c'est des choses que on connaît en ce moment. Puis c'est un tableau. OK. Puis après ça, ici, je pourrais avoir un UL. Puis à l'intérieur, si on se fait une liste ici, là, puis je marque Hugo et Bob. Donc, encore une fois, on y va toujours par étapes. Là, je suis en train de me construire ma liste pour être capable de l'afficher. C'est pas cette application là. Donc, l'afficher ici. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir users.map. On a ici le name. Puis, je me fais ici un LI. OK. Donc, c'est que la clé, ça va être le name. Puis, je veux le name. OK. Fait que quand ça fait 5 ans que tu utilises React, c'est plus facile à écrire. Hein? Donc, le principe, c'est que je me suis créé un tableau. OK? Dans le tableau, j'ai différents noms. Quand j'ai différents noms, je veux prendre ce tableau-là, créer un nouveau tableau qui va avoir des LI à l'intérieur. Les LI vont utiliser le nom, puis ça me crée ici des LI qui vont être affichés dans cette liste-là. Mais là, moi, c'est pas ces deux noms-là que je veux avoir, c'est les noms de mon site web. OK? Fait que là, ici, il faut que je crée une fonction, mais que cette fonction-là soit activée seulement une fois. Donc, le principe, c'est que je pourrais penser ici que je pourrais, mettons, commencer à faire mon Axios get ici, puis là, taper des choses. OK? La problématique, c'est que cette instruction-là va être exécutée à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change dans le component, puis il faut qu'il rafraîchisse le component. OK? Puis la problématique, c'est... on va le faire, en fait. Si je dis... Axios.get, puis là, on va prendre cette adresse-là. Puis là, je fais le then, comme on a vu. Puis là, on a la response. Puis on avait vu que c'est le response.data qu'on a besoin. OK? Donc, si je retourne dans mon application, si je sauvegarde ça,
on voit ici que ça a commencé correct. On a eu un moment où c'est qu'on a vu l'application, puis ça a planté par la suite. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Ben, le principe, c'est que ce component-là, OK, il va être rafraîchi dès qu'il y a un de ces states qui est modifié. Fait qu'en gros, je commence mon affaire, puis je dis dans une microseconde, change mes users. Fait que là, quand je change les users, il recommence le code qui envoie une autre requête qui dit dans une microseconde, change les users. Fait que là, puisque j'ai changé les users, il recommence le code qui me dit dans une microseconde, change les users. Okay? Puis on peut voir ici qu'il y a une boucle à chaque microseconde qui va rappeler. Okay? Puis là, il y a plein d'affaires. Puis ici, c'est un environnement de développement. Puis il est capable de dire, hey, tu as comme répété, puis tu as essayé de rafraîchir le même component, okay, qui de manière infinie. Là. Moi, je t'ai arrêté parce que comme ton application est en train de planter en ce moment. OK? Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est ce code-là, mais d'être capable de le faire juste une fois. Fait que pour être capable de faire ça, c'est là qu'on peut utiliser le useEffect. Donc, le useEffect est une fonction qui reçoit un callback. Hein, donc, si on regarde ici, c'est marqué un React Effect Callback qui va être la fonction que je veux utiliser. OK, fait qu'ici, je peux mettre notre élément. OK. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça ici, puis je vais le mettre à l'intérieur de ça. Là, ici, on a encore un problème, OK, du fait que le changement est asynchrone. Puisque le changement est asynchrone, lui, le useEffect, il va quand même être déclenché à chaque fois. Là, ici, le principe, c'est que le useEffect, on pourrait le faire une fois, puis il ne serait pas comme considéré. Mais là, puisque l'élément est asynchrone, ça nous cause des problèmes. Oui, Francisco? Tu avais dit avant qu'on voulait des logiciels d'application asynchrones, mais maintenant, c'est cette partie qui doit être asynchrone. Je comprends pas, parce qu'avant, c'était comme différent. Maintenant, c'est... Pourrais-tu l'expliquer, s'il te plaît? Oui, fait que le principe du useEffect, c'est d'être capable de dire une première fonction, OK, qui va être appelée juste une fois avant l'affichage du component. OK? Fait que c'est une fonction qui est appelée avant le début de l'affichage. Fait qu'il n'aura pas d'incidence habituelle sur comme un rafraîchissement répété ou des choses comme ça. Est-ce que ça aide un peu ou... Oui, merci. OK. Là, on a quand même un problème parce que dans le code qu'on donne à faire, il y a quand même une fonction asynchrone dedans. Pour être capable de gérer ça, le useEffect est capable de prendre un deuxième paramètre qui est ce qu'on appelle une liste de dépendances. Donc, la liste de dépendances va me dire okay, quelle variable il faut que je regarde pour savoir quand est-ce qu'il faut que je réactive le useEffect. Par défaut, c'est sur toutes les affaires possibles du container, du component. Fait que moi, si je veux dire, fais juste le useEffect une fois, après ça, je ne veux plus jamais que tu le refasses. Je veux donc avoir une liste de dépendances qui est vide, donc il n'y a rien qui va pouvoir le répartir. Fait que ici, on peut avoir un tableau vide. Et ici, il va nous rester une dernière affaire pour le faire marcher correctement après ça. Fait que là, la dernière chose qui va me permettre de gérer ça, c'est de changer notre élément comme... Ah, OK. Ici, là, il nous reste un autre petit problème, en fait.
Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça pour l'instant. Avec ça, on est capable de gérer notre affaire. Là, ici, si je fais... là, la problématique, c'est que notre response.data qu'on reçoit a un tableau de un paquet de stuff à l'intérieur. Fait que ce qu'on peut faire ici, c'est que... Oups. Il faut changer ici. Ce qu'on reçoit ici, c'est en fait le user. Fait qu'ici, c'est en fait le user.name que je vais utiliser. Puis avec ça, on a la liste des différents users. Oui, Francisco? L'erreur tantôt, je l'ai eu. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'éléments à l'intérieur du JSX, mais on a quand même un élément parce qu'on a entre les balises UL, on a les accolades. Ouais, alors, la problématique, c'est que ici, en fait, le problème était ici. Parce qu'à l'intérieur d'un élément où c'est que je veux afficher le résultat d'une évaluation, hein, donc ici c'est le string là, qui va être affiché, j'envoyais user qui est un objet. Puis je ne peux pas afficher juste un objet sur la page. Ok, donc si je fais juste ça ici, là, ça va me redonner la même erreur que tantôt. Fait qu'ici, ça dit Objects, c'est pas une affaire que tu peux afficher directement dans React. Ok, ouais. Merci. En passant, si on veut être encore plus fancy, hein, en ce moment, on a un arrow function avec juste un paramètre. Hein, fait que je peux enlever les parenthèses. Puis, puisqu'on veut juste le name du user, là, hein, on peut utiliser la déconstruction de paramètres, comme on a fait avec les props, puis aller chercher juste name. Là, je pense qu'il va falloir que je le remette en parenthèse, par exemple. Fait qu'ici, là, on a comme la version fancy, là. Hein? On est des experts de JavaScript, là. Je m'en fous de ton objet, je veux juste aller sortir la propriété, la clé name de mes objets. Fait que je vais juste le mettre entre accolades, puis à partir de là, je peux aller commencer à l'utiliser comme si c'était une variable. C'est chaud. Dernière chose, ça ici, on l'a en avec les promesses, mais on est aussi capable de l'avoir en asynchrone. Fait que je peux faire une arrow function asynchrone en ayant le async. Puis ça fonctionne tout aussi bien. Là, ici, fait que ça, c'est pas mal qu'est-ce que je m'attends. C'est pas mal le top notch qu'on devrait être capable de faire à la fin de toutes ces affaires-là. Une dernière chose ici, il y a... Si on regarde ici, là, OK, il y a une problématique avec l'envoi d'une fonction asynchrone à useEffect. OK? Parce que le principe, c'est que le useEffect attend
la fin de la fonction avant de faire afficher le reste. OK? Fait qu'il peut avoir ici des conditions bizarres qui fait en sorte que ça marchera pas, puis tout le kit. Fait que eux autres, ce qu'ils disent de faire, c'est de faire un autre arrow function qui va englober qu'est-ce que toi t'as fait. OK? Fait que checkez bien ça, là, la version finale de ça, c'est je veux en fait avoir un arrow function, ça. OK, à l'intérieur de ce arrow function là, je prends qu'est-ce que j'ai fait ici. Puis je le mets ici. On va reformater ça. Comme ça. Oups. Je vais formater jusque-là. Qu'est-ce qui arrive s'il y en a 10? Comme ça. Et puis ici, ouais, ici, il faut avoir ça comme étant une vraie fonction. Fait que ici, je peux avoir quelque chose comme... Fait que quelque chose qui appelle ma fonction de callback. Donc c'est un peu tordu, là. Puis checkez bien ça, on va le faire encore plus tordu après, là, pour le principe de la chose. Ici... Ça, c'est pas grave. Ouais, ici, on va juste créer un tableau vide. Parce que pendant un instant, ça n'est pas la même forme. OK. Et voilà. Puis ici, on va juste mettre un fragment en place. Parce que dans un paragraphe, on peut pas avoir. Pour pas avoir d'erreur. Hein? C'est pas bon des erreurs. Jamais bon. Fait qu'on a ici la version finale. Mais là, j'utilise quand même ça ici à place d'une fonction, un arrow function. Ce qui peut être plate. OK? Fait que là, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore, qui est l'appel instantané d'une arrow function. Oui, il y a une façon. Fait qu'on va le faire dans un petit fichier à part, là. OK? Fait que... On a vu le principe de ça ici. OK. On a vu que je peux avoir ça de même. OK. On est bon. Puis bon, on a ça, on a ça, on a ça. On en crée un nouveau. On fait node callback. On a notre allo. Donc, je me suis créé une fonction, je l'ai mis dans une variable, puis je l'ai appelée tout de suite après. Ça va bien jusqu'ici, n'est-ce pas? Mais là, ça, c'est une variable intermédiaire. OK? La vraie valeur, hein, la function expression, c'est ça ici. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre l'élément. Okay. Je vais juste le mettre à l'intérieur de parenthèses. OK, pour dire c'est la même référence, comme si c'était comme une priorité d'opération. Tu sais, tu peux mettre des parenthèses, un niveau de parenthèse que tu veux, là, ça ne dérange pas. Puis là, je vais remplacer la variable intermédiaire par son contenu. Là, tu le fais pour chaque chiffre individuellement. Comme j'ai dit, si vous ramassez à devoir coder 10K, ça ne fonctionne pas. Vous voyez que vous répétez la même opération au final. Puis là, si j'essaye ça, comment est-ce qu'on pourrait... ça crée la même chose. Fait qu'est-ce qui vient de se passer? Je me suis créé une parenthèse, OK, qui
va contenir un function expression. OK, fait que ça aurait pu être le nom d'une variable, mais moi, j'ai directement écrit le arrow function à l'intérieur. Fait que ça crée l'expression, ça la paste là. Puis là, je dis, de cette affaire-là, appelle-le tout de suite. Après ça, comment est-ce qu'on fait pour passer de 24 à 2? Fait que si on prend ce principe-là, puis on l'applique à qu'est-ce qu'on vient de faire ici. OK? Parce que là, on s'est créé une fonction callback qu'on appelle tout de suite après. C'est plat de faire ça, là. OK? On n'est pas des pros là, quand on fait ça. Fait que... Attends, on va la mettre en commentaire pour la garder, tu sais, au cas où. Mais on va prendre le même code, OK? Où c'est que je vais avoir mon async. Là, ça va être juste directement le arrow function. Puis, à l'intérieur de ça... Ouais, Francisco? J'aurais fait un commit parce que ça, c'est important, un moment important de mon application. Ouais, exactement. Fait qu'on a ces deux instructions-là. OK? Puis là, on s'est dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est être capable de prendre ça puis de l'appeler immédiatement. Fait qu'on s'est dit, on va l'entourer de parenthèses. Puis tout de suite après, je vais mettre des parenthèses pour l'invoquer. Et voilà. Fait que ça ici, ça me permet de ne pas avoir une fonction intermédiaire qui ne sert à rien. OK? De l'invoquer immédiatement, puis d'avoir notre liste. Donc ça, c'est... Si vous êtes capable de comme maîtriser ça, vous êtes capable d'avoir n'importe quel job de JavaScript, OK? Plus que junior, là, OK? Là, on est certainement rendu à un niveau intermédiaire ou avancé. Parfait. Fait que on est prêt pour l'exercice d'aujourd'hui. J'ai oublié d'ouvrir le Classroom, fait que ça va être fait dans quelques minutes. Mais je peux vous montrer l'exercice, par exemple. Parfait. Ben, rappelez-moi si quelque chose d'autre. Celui-là. Ah ouais. Ici. Oups, je l'ai pas que tu... OK. Fait que le principe, c'est d'être capable de créer une application dans React qui va être capable d'avoir une gestion de un requête Ajax avec une des librairies, puis qu'on va utiliser un API pour être capable de faire ça. Fait que ce qu'on veut faire, c'est créer une application qui va recevoir... Attends, on va commencer, on va attendre que ça... Fait qu'on veut une application dans laquelle on peut rentrer le nom d'un GitHub username. OK, fait que mettons votre GitHub username, moi c'est Dolan, vous en avez tous créé un. Puis que quand tu rentres le username, ça va marquer la liste des différents repositories que cette personne-là a de public. OK? Donc, vous insérez mon username, là, ou votre username si vous en avez de public, là, mais c'est pas nécessairement certain que vous en avez des publics vous autres. Fait que si on teste ici, on rentre un username. Puis quand on clique sur le bouton Submit, ça va aller chercher les différentes listes. Je veux que ça l'affiche dans une merveilleuse liste. Puis je veux que quand on clique sur le lien, on soit capable d'aller sur le repo de la personne. Pour être capable de faire ça, il va falloir être capable d'aller travailler avec l'API de GitHub. Fait que là, aujourd'hui, OK, il y a une bonne partie qui va être exploratoire. Parce qu'il faut aller lire la documentation de GitHub. OK? Puis, à partir de là, aller voir
comment est-ce que ça fonctionne, l'API REST. OK? Comment tu fais pour aller chercher différentes informations de différents utilisateurs. OK? Donc ici, si on regarde, là, on a ces éléments-là, OK, qui dit qu'est-ce que c'est capable de faire. Puis c'est toujours à partir de api.github.com. OK? Fait que le principe, c'est je suis capable de taper ça. OK? Puis, attends, donc, je regarde ça ici. OK? J'ai les réponses. Là, ici, il est juste... attends, si on fait dollar, mettons. Ici, ici, je le fais vite parce que je check pas, là. Mais attends, donc on cherche users. Get a user. User/username. OK, bon, ben, excellent. Fait que... ici... il réussit pas. Attends, je vais aller voir au pire qu'est-ce qui se passe après, mais le principe c'est qu'il faut aller justement voir la documentation pour être capable d'aller chercher le bon username. OK? Donc, une fois qu'on a ça, on va être capable de faire afficher, OK, notre élément ensemble. Fait que c'est ça que vous avez à faire pour aujourd'hui. On se donne, si vous le faites durant la prochaine semaine, cet élément-là, c'est bien correct, là. OK, donc je comprends que vous êtes aussi en train de travailler sur votre projet. Puis on va commencer aussi sur d'autres affaires. Fait que celui-là, on se laisse un petit peu plus de temps que d'habitude. Parfait. Je vais aussi vérifier, là, parce que je pense qu'ils ont peut-être changé l'API. Fait que peut-être que cet exercice-là, on ne pourra pas le faire directement. Là. Je vérifie ça dans les prochaines minutes, là. Ils m'ont switcheroo là, ici, là, la petite affaire en rouge. Là. On va regarder qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que sinon, ça serait ça pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions générales avant qu'on puisse passer à votre petite période de travail? Ben, moi, je pense que j'en aurais une quand même. Pour revenir un peu à l'arrière, là, sur ce où on était, là. Sur l'exercice qu'on préparait, pas qu'on préparait, mais l'exemple qu'on faisait là, juste le dernier. Là. Écoute, je pense que j'ai pas à 100% assimilé le callback. Son utilité ici, en fait, je comprends, mais je comprends pas à 100%. Je dis pourquoi il est utilisé, il réappelle la fonction. Ben ici, c'est ça. Ici, c'est que tu crées... celui-là en particulier ou le principe général des callbacks? Ben, en général, j'ai pas compris à 100% pourquoi on l'utilisait, là. J'ai pas vu son utilité, je pense, en fait. C'est ça qui est arrivé, là. Fait que le principe, en fait, des callbacks en général, c'est quelque chose qu'on utilisait quand on faisait ça comme ça, là. OK? Donc, cette partie-là, c'est le callback. Pour dire, je sais pas ça va être quoi la fonction que je veux faire une fois que je vais avoir fini cette affaire-là. Fait que donne-moi c'est quoi la fonction que je vais faire dans le futur. OK? Quelle fonction que je vais appeler une fois que j'ai terminé. C'est d'où le nom callback, c'est comme call me back when you're done. Fait que ça ici, c'est le principe général de callback, où c'est que je peux envoyer une fonction qui ne sera pas exécutée right now, qui va être exécutée dans le futur. OK. Puis là, tu l'as utilisé avec le callback dans la dernière parce que c'est juste une autre façon de l'écrire. Ouais, fait que ici, le principe, c'est que le useEffect a besoin de dire, donne-moi une fonction que je vais comme utiliser dans le futur. Fait que c'est juste ça qu'on a fait à l'intérieur. C'est juste que lui, dans les fonctions asynchrones, il demande que ça soit comme à un niveau de callback encore plus haut. Là, fait qu'il a fallu faire des affaires de même. Là.
Mais habituellement, dans les use effects, juste faire ça, puis juste avoir comme une liste de différentes actions, c'est tout ce que tu as besoin. Là. Ok, parce que tu n'aurais pas pu juste mettre une fonction, ça c'est clair à dire. C'est ça, exact. Il faut que tu la mettes en async. C'est ça, il faut que ça soit un arrow function. Tu sais, j'aurais pu écrire une fonction ici que j'aurais appelé mon callback, puis là j'aurais tout écrit, puis ici j'aurais pu marquer mon callback à la place, tu sais. Ouais. C'est juste que on utilise les arrow functions pour se simplifier l'écriture de code dans nos différents projets. Alright. C'est la pratique. Ça, ici, il n'y a pas de meilleur remède.